خواتي وخواتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que تشوفوا فينا مليح, j'espère que تسمعونا فينا مليح. هزوا الفلاون. Voilà, il fait un peu beau et je voulais partager avec vous cette joie ensoleillée qui me remonte un petit peu le moral dans un lieu, dans cet exil français où je suis, ou dans cet exil français qui m'accable. Les rayons de soleil de ce soleil hivernal, franchement, me remontent le moral et me rappellent les douceurs du printemps de mon Algérie natale. Mais bon, espérons qu'un jour nous retrouvons notre cher pays libéré du joug de la dictature et de l'autoritarisme et que nous allons pouvoir enfin travailler dans notre pays comme on le faisait durant toutes les années pendant lesquelles nous avons pratiqué le journalisme indépendant et engagé. Je vous ai promis hier à la lumière de l'affaire d'Assad Bouarba. L'affaire Saad Bouarba qui est en train de susciter donc en Algérie une énorme polémique à la suite d'une chronique parue sur Al-Madar TV. C'est un ambitieux média arabophone qui a l'ambition de se développer dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, à qui je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance. Saad Bouarba a cassé un tabou à son corps défendant. Il devrait être présenté aujourd'hui devant le procureur de la République, le tribunal de Dalbaïda, à Alger. Je rappelle, comme j'ai dit hier, c'est le tribunal le plus sévère, le plus dur. C'est au niveau de tribunal de au niveau de la session criminelle de ce tribunal que j'ai été condamné à mort le 17 octobre 2022. Rabbi Bouarba, il est âgé de 77 ans. À 77 ans, il risque d'être placé en détention. Et c'est vraiment terrible. C'est choquant. J'espère qu'ils auront au moins pitié de son âge. Parce qu'à 77 ans, il ne pourra pas supporter les conditions de détention. J'espère au moins qu'il pourra être placé uniquement sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Ou là, qu'il pourra être condamné. J'espère au moins qu'il sera condamné si il lui programme le procès en flagrant délit et une comparaison immédiate. Au moins une peine de prison avec sursis parce qu'à son âge, 77 ans, c'est vraiment chaud. Il risque vraiment de laisser sa vie dans sa cellule. Il risque d'allonger la liste des détenus politiques et des détenus d'opinion qui ont croupi, qui ont été assassinés, je dirais, qui sont morts en détention. Et vous savez de quoi je parle. Hakim de Bez est le dernier d'entre eux en avril 2022. Mohamed Tamalt, Fakhardin, vous connaissez toutes ces histoires. Des histoires tragiques. Comme je vous ai promis hier, on a quoi le régionalisme en Algérie, le tabou parce que la chronique qui a irrité un petit peu les autorités algériennes et qui a choqué la population, des associations, certaines associations de la wilaya de Djelfa, elle portait sur le régionalisme dégoûtant et insupportable du régime algérien, tel qu'il a été dénoncé par Saad Bouarba. Saad Bouarba a dénoncé avec un style très caustique, avec beaucoup de dérision, avec de l'autodérision aussi, avec des sarcasmes, voilà. Dans une chronique, elle a dénoncé le déséquilibre régionaliste, le déséquilibre régional en Algérie. C'est-à-dire que Djelfa, comme elle n'a pas beaucoup d'estime aux yeux des dirigeants algériens, on lui attribue un projet d'élevage de vaches laitières. Quant aux projets économiques les plus valorisants, qui ont une forte valeur ajoutée, les plus intéressants, on les attribue à d'autres wilayas, comme les wilayas du nord du pays, que ce soit Alger, Tlemcen, ou la Constantine, ou là, une partie de la Kabylie. C'était donc le cœur de la polémique enclenchée par Saad Bouarba. Et Saad Bouarba a utilisé des termes, et c'est expliqué d'ailleurs dans une autre chronique sur le même média, Madar TV, dans lequel il dit que voilà, j'ai utilisé un style bien précis pour dénoncer le sous-développement et les injustices dont sont victimes la population de Djelfa. Et je ne suis pas, et c'était pas son intention d'accabler, ou de discriminer, ou d'insulter, ou d'injurier la population de Djelfa. Il a utilisé des termes de moutons politiques, et de troupeaux politiques, et de vaches politiques, pour traduire selon lui la vision que les dirigeants algériens ont développée, ou la vision que les dirigeants algériens imposent dans leur esprit aux populations des wilayas de l'intérieur du pays. Alors, il faut des décryptages. On va faire une série d'émissions. Est-ce que le pouvoir algérien est régionaliste? En fait,
je ne parle pas de régionalisme, parce que le régionalisme n'a pas de sens dans le cas algérien, étant donné que tout le pays est sous-développé. Étant donné que tout le pays est accablé par le sous-développement et qu'il y a des défaillances dans toutes les régions. À l'exception de la capitale, Alger, toutes les autres villes du pays, toutes les autres régions du pays, elles sont invivables, inconfortables et c'est très dur de vivre dans d'autres régions du pays. Si on cherche du boulot, si on cherche à bien se soigner, si on cherche à bien étudier, donc toutes les régions sont réellement sous-développées. Mis à part Alger où il y a le minimum, avec le minimum syndical, il y a le minimum vital au niveau du confort matériel, au niveau des normes de qualité de développement. Et si on cherche un peu de développement, un semblant de développement, on le retrouvera qu'à Alger. Encore même à Alger, les hôpitaux sont catastrophiques, les infrastructures routières plus ou moins correctes, la qualité de vie elle est chaotique et le chômage bat son plein. Et à l'exception du patrimoine architectural et des investissements au niveau des infrastructures qui ont été consentis à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, Alger reste aussi une ville franchement très sous-développée au regard du grand potentiel financier et économique de l'Algérie. Et très sous-développée par rapport à beaucoup de capitales africaines qui se développent et qui émergent malheureusement alors que nous reculons. Alors, effectivement, Alger, c'est à Alger où il y a un train le plus moderne, c'est à Alger le métro le plus moderne, c'est à Alger le tramway le plus intéressant, même s'il y a des tramways à Oran, même s'ils ont voulu des tramways à Constantine. Il y a eu des projets de développement qui ont été assurés de part et d'autre, mais malheureusement, Alger a encore le monopole de tous les gros projets, de tous les projets les plus ambitieux. Ça peut s'expliquer parce que c'est la capitale. Alger, c'est un cas, c'est la capitale, c'est la vitrine du pays. C'est quand même 8 millions d'habitants avec l'ensemble de sa banlieue. Rien que Alger Centre et ses quartiers périphériques, c'est pratiquement 3 millions et quelques, presque 4 millions d'habitants. Donc, la capitale, la pression démographique, la croissance démographique de la capitale fait en sorte que les autorités algériennes étaient naturellement obligées de privilégier Alger par rapport aux autres régions du pays. Ça peut se comprendre. Le problème qui se pose, c'est qu'en Algérie, il y a d'abord la gestion entre les différentes régions, dans tous les domaines, elle obéit à un mécanisme opaque et sournois. Le régime algérien, depuis l'indépendance du pays, a tenu à faire un équilibre régional dans les nominations politiques. Les nominations politiques avant d'aller vers la gestion des régions et des budgets qui sont consacrés au développement des régions. Déjà, dans son fonctionnement politique, le régime algérien a une théorie qu'il essaye d'appliquer pour garantir l'équilibre régional. Parce que c'est vrai que le pays s'est construit dans l'unité nationale. Mais on a un problème de minorité en Algérie. On a des minorités religieuses importantes. On a les Mouzabites, on a les Ahmadis, on a un peu de chrétiens, un peu de protestants, un peu d'évangélistes. Mais c'est très peu. Ça reste des minorités ultra minoritaires. L'Algérie, dans sa majorité, est un pays très uni. Pratiquement la même culture, les mêmes coutumes, les mêmes traditions, les mêmes dogmes religieux, la même langue, même s'il y a des variétés régionales. Il y a des variétés régionales, il y a une diversité régionale, il y a une diversité ethnique, une culturelle, mais ça reste un pays qui est très uni de part de son histoire, parce qu'il s'est développé autour d'idéologies très dominantes, et la guerre de l'indépendance, le nationalisme algérien, depuis le congrès de la Sommam, a réussi à façonner une seule unité nationale avec un mythe, avec une histoire, avec un récit national où nous sommes tous algériens, arabes, musulmans. Et la lutte contre le colonialisme français a unifié toute l'Algérie dans toute sa diversité. Et bien sûr, il y a un patrimoine historique qui a permis aux Algériens d'être unis autour de plusieurs valeurs communes. Et depuis l'Antiquité, Massinissa, Warwah, nous avons une histoire commune, il y a un destin commun. L'Algérie, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de communautarisme, de désunion ou là de division régionale. Il n'y a jamais eu ce genre de problème. Et la Kabylie, oui, il y a un projet, c'est des revendications berbères, berbéristes, identitaires, politiques pour une reconnaissance de l'identité berbère. Mais ce n'est pas le mouvement autonomiste en Kabylie qui est devenu ensuite un mouvement indépendantiste, il est ultra minoritaire. Ultra minoritaire. C'est-à-dire, mais il ne mobilise pas comme en Catalogne, ou là en Espagne, ou là même en Corse, en France, ou là ailleurs à travers le monde, il ne mobilise même pas 1% de la population. Donc il n'y a pas de problème d'unité nationale. Le problème est au niveau de la gestion. Le pouvoir algérien, pour garantir cette unité nationale, a adopté une pratique qui est non dite. Une pratique non dite. C'est quand on partage les postes politiques, ou les nominations politiques, on veille à ce que chaque région soit représentée.
Par exemple, c'est un pacte, hein. C'est un pacte politique qui est non dit, qui n'est pas écrit. Hein. C'est une tradition politique algérienne. Par exemple, il est de notoriété publique que l'état-major de l'armée ou les membres de l'état-major de l'armée soient peut-être régulièrement ou là, régulièrement je dis bien, mais c'est pas une règle générale, ou là dans les rangs, les officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire d'origine chaoui. نلقاو les wilayas de Batna, de Melbouaqi, de Khenchna, largement bien représentés dans les rangs de l'armée nationale et populaire. Même dans le haut commandement militaire, on va trouver beaucoup d'Algériens d'origine chaoui, d'origine du pays chaoui, de la région chaoui. Le fameux triangle, Melbouaqi, Khenchna ou Batna, avec des chaouis qui sont originaires d'autres villages environnants, parce qu'il y a des régions chaouis au nord de Beskra, un peu de Guelma, etc. Donc, c'est une tradition. Il y a beaucoup de responsables militaires d'origine chaoui. Quand je vois les services de renseignement, il y a beaucoup de généraux des services de renseignement qui sont kabyles. Si les chaouis dominent un petit peu les rangs des officiers supérieurs de l'armée, les kabyles dominent les rangs des officiers supérieurs des services de renseignement. Général Toufir, Mohamed Boumediene est d'origine kabyle, un kabyle de Bourj-Bouarélij. Mahana Djebbar est kabyle de l'Arbanatirat, le général Hassan, le fameux Aït Warabi, est d'origine kabyle, etc. Les exemples sont vraiment légion. Je dis bien que les exemples sont vraiment légion, où l'histoire démontre que les services de renseignement algériens, la majorité des officiers et des généraux sont d'origine kabyle. Les nominations au sein du gouvernement algérien, il y a toujours un équilibre régional. Il faut qu'il y ait des gens de l'Ouest, des gens de l'Est, etc. etc. Alors, l'équilibre régional, on le retrouve durant tous les présidents. Pour le moment, la seule région en Algérie qui a donné naissance à 2 présidents de la République, historiquement parlant, c'est Tlemcen. عندك Ahmed Bella et Abdelaziz Bouteflika. Qui نشوفوا, à l'exception de Bouteflika, tous les autres présidents n'ont pas développé leur région natale. C'est pour ça que le régionalisme en Algérie n'est pas réellement un fléau majeur lorsqu'il s'agit de la personne du président. Les présidents de la République ne sont pas ceux qui ont aggravé le fléau du régionalisme. La preuve, mis à part Bouteflika, qui a développé Tlemcen, qui a fait Tlemcen la capitale de la culture islamique, qui a donné des infrastructures importantes à Tlemcen, qui a restauré Tlemcen, qui a connecté Tlemcen à l'autoroute Est-Ouest, qui a doté Tlemcen d'un nouvel aéroport. Vraiment, Bouteflika est le seul qui a investi dans sa région natale. Ahmed Ben Bella n'a pas eu le temps de le faire, c'est une Algérie pauvre, etc. Il n'aurait rien pu faire. Boumediene, il est d'origine de Guelma. Regardez Guelma, avant ou pendant Boumediene, il n'y a pas eu de développement particulier. Boumediene n'a pas privilégié Guelma, il n'a pas fait de Guelma la perle de l'Algérie. Chedi Benjdid est originaire de Tarf. Tarf, une région encore plus vierge, elle reste parmi les plus sous-développées du pays. Tebboune, c'est le seul président originaire d'une wilaya réellement du sud intérieur du pays, le Bayad, Machariya, etc. Pour le moment, on n'a pas vu que le Bayad a connu des privilèges directs ou là, des privilèges importants ou là, un développement accéléré. Ou là. Non, il y a l'exception de Bouteflika qui a fait de Tlemcen son cheval de bataille et qui a réhabilité vraiment l'histoire et le prestige de Tlemcen. Les autres présidents algériens n'ont pas eu de politique qui ont privilégié directement leur région. Et encore fort de Bouteflika, il a fait Tlemcen, mais il a développé Constantine quand même. Constantine, capitale de la culture arabe. Alger, capitale de la culture arabe. Oran, il a beaucoup investi, à l'époque du régime Bouteflika, on a beaucoup investi sur Oran. Les tramways d'Oran, le projet du métro d'Oran, les infrastructures Oran, les Jeux méditerranéens, c'est aussi Bouteflika. Mais n'oublions pas. Bouteflika aussi a développé beaucoup Steve Bourj-Bouarélij pour contrecarrer la Kabylie. À cause du pénal, Steve Bourj-Bouarélij ont connu une série de développements importants au niveau des infrastructures, au niveau des projets socio-économiques, parce que Bouteflika voulait absolument cerner la Kabylie avec Bdjaï Tizi Ouzou, qui était pour lui son foyer de contestation le plus important, avec le printemps berbère de 2001. Donc, durant le règne de Bouteflika, on ne peut pas dire qu'il a privilégié uniquement, il a privilégié Tlemcen, mais il a partagé un peu de part de gâteau avec les autres régions. Maintenant, sur les nominations, Balek, à l'exception de l'époque de Bouteflika, où beaucoup de ministres étaient originaires de Tlemcen, très peu dans l'histoire du pays, toujours dans les ministres, il y avait toujours un équilibre régional. On cherche des compétents, mais toujours un ministre de Sharq, un ministre de Gharb, un ministre, etc. etc. D'ailleurs, à l'époque de Bouteflika, on a commencé à nommer des ministres originaires du Sud.
des ministres originaires de quelques wilayas du sud. Donc, c'est une théorie que le régime algérien a toujours pratiquée. Parce qu'il veut toujours garantir l'unité nationale. Et ce qui est tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Dans les autres pays hyper développés, la question ne se pose pas. Parce que voilà, on privilégie la compétence, on privilégie les CV. Et comme c'est des pays où la conscience de l'unité nationale est tellement élevée qu'il n'y a pas de danger majeur. Donc il n'y a pas de nécessité à la préserver. Mais en Algérie, comme c'est une jeune nation, un jeune pays qui n'existe depuis 1962, il était impératif pour le régime algérien de garantir l'équilibre régional. Malheureusement, في l'époque de Bouteflika par exemple, عبد الملك سلال ما كانش من تلمسان. يعني من الشرق من قسنطينة. Ahmed Yahya qui a été longtemps mené, c'est un Kabyle. Donc il n'y avait pas que des Tlemceniens, il y avait beaucoup de Tlemceniens, mais il y avait d'autres hauts responsables originaires de d'autres wilayas du pays. Le problème, c'est que si cet équilibre régional a été garanti dans le fonctionnement et dans la gouvernance du pays, c'est malheureusement au niveau de la gestion de l'argent public que cet équilibre régional n'a pas été respecté. Wesh. Parce que malheureusement, on a trop privilégié les wilayas du Nord parce que ce sont les régions dans lesquelles les dirigeants ont habité. Chad les Beljdid n'a pas privilégié Tarf parce que ما كانش يسكن بزاف في Tarf. Boumediene n'a pas privilégié également parce que ما كانش يسكن بزاف également. Ou Tebboune n'est pas en train de privilégier le Bayid parce que moi je suis le Bayid. Le problème c'est que comme le pouvoir est localisé à Alger, et comme la vitrine du pays Alger, et comme un peu Oran, et un peu Constantine, donc on est en train de on a toujours privilégié au niveau de la gestion d'argent public et du développement public les wilayas du Nord. Voilà, je préfère m'arrêter là, notez comme un rendez-vous dans une émission, dans un petit moment, mais je n'ai comme que le problème du pays, c'est l'opacité au niveau de la gestion de l'argent public et l'attribution des budgets et le contrôle de la démographie des wilayas du pays. On a des différentes régions du pays. On n'a pas de politique démographique, on n'a pas une politique d'aménagement du territoire et on n'a pas une politique de régionalisation du développement. L'Algérie, malheureusement, on a pensé toujours le développement qu'à travers des vitrines. Pour les dirigeants algériens, un pays développé, c'est d'abord une capitale développée, c'est d'abord 2-3 grandes villes développées et on a oublié que le développement devrait être concerné tout un territoire national. Il y a les 3 problèmes qui malheureusement ont créé ensuite des inégalités régionales. Dans une prochaine émission, dans un petit moment. Je préfère maintenant m'arrêter là pour que vous puissiez comprendre l'équilibre régional a toujours été un dogme du régime, une préoccupation majeure du régime algérien. Et quand cet équilibre est rompu, il y a toujours des crises politiques. Quand les Chaouis dominent trop, il y a une crise politique. Quand les Kabyles dominent trop les services de renseignement, il y a une crise politique. Quand il y a trop de milices originaires d'une certaine région au détriment des autres régions, il y a une crise politique. Ça a toujours été, l'équilibre régional a été à l'origine de la stabilité du pays. A tout à l'heure, dans un petit moment, nous allons parler le deuxième volet concernant la gestion de l'argent public et du développement local.